Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. La plupart de mes clients, passés 40 ans, se demandent si cela ne vaudrait pas la peine qu'ils sollicitent un mandat d'administrateur. Ce sujet a été très médiatisé, probablement aussi très professionnalisé, et il peut dans certains cas apparaître comme une alternative à la recherche d'emploi. Cependant, comme pour tout, la recherche d'un mandat d'administrateur est quelque chose qui ne s'improvise pas. Et ça doit être le cas dans une démarche très réfléchie et très réfléchie en amont. Mon invité aujourd'hui est Yves Dumont. Il a eu plus de 30 années comme directeur général d'entreprises de taille moyenne. Alors, les entreprises de taille moyenne, c'est des choses très jolies dans son cas. Ça s'appelle Champagne Laurent Perrier, ça s'appelle les Géants Verts, ça s'appelle Tropicana. Et il a aussi eu des tas de places et d'expériences d'administrateur sur d'autres choses très jolies comme Relais et Châteaux ou les Champagnes Pommeries. Aujourd'hui, il a une nouvelle carrière et il est administrateur non seulement de sociétés, mais il forme des administrateurs dans le cadre du programme de formation et de certification de Sciences Po et de l'association des diplômés HEC. Yves Dumont, bonjour. Bonjour. Il y a juste quelque chose aussi que j'ai oublié de dire et qui va probablement intéresser nos auditeurs. Vous avez publié il y a 18 mois environ un livre qui s'appelle, comme le titre de notre société, de notre émission, Administrateur de société, pourquoi pas moi ? Alors, ma première question, c'est, vous venez de publier ce livre, beaucoup de mes clients me disent qu'ils vont chercher à partir de 40, 45, 50 ans, ou un mandat d'administrateur, ou un poste. Et dans votre livre, vous dites que c'est la dernière des choses à faire. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous expliquer pourquoi ? Eh bien, administrateur, c'est pas un métier, c'est pas une fonction, c'est une mission. Et donc, avant d'envisager de devenir administrateur de société, il faut vraiment savoir, réfléchir pourquoi on veut le faire. Parce que la première question qui va être posée formellement ou qui ne sera pas posée mais qui existera par quelqu'un qui recrute pour un conseil, c'est quelle est votre valeur ajoutée ? Qu'est-ce que vous allez m'apporter ? Si vous débitez une liste de diplômes et d'expériences qu'on trouve couramment, la réponse sera oui, mais quoi d'autre ? Et donc, il faut savoir vraiment pourquoi on veut être administrateur et ce qu'on va apporter aux entreprises qui vous prendront à leur conseil. Oui, parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est que c'est un win-win entre la société qui va vous prendre, ce que vous allez lui apporter et ce qu'elle va vous apporter. Exactement. L'idée, vous avez parlé de 40, 45 ans, 50 ans, c'est le bon âge. Il y a beaucoup de gens qui attendent l'âge de la retraite, 60, si c'est une retraite assez tôt, ou 65, je dirais c'est trop tard. C'est trop tard parce que souvent les conseils ont des mandats de 5 ans, renouvelables une fois, pas 2. Ça veut dire 10 ans. Donc, si vous avez, avec un âge limite de 70 ans. Donc, si vous avez 61 ans, vous ne pourrez pas faire 2 mandats de 5 ans. Donc, 45, 50 ans, c'est tout à fait le bon âge. Je conseille de... Bon, on peut faire aussi plus jeune. Dans les conseils, vous avez des jeunes qui sont spécialistes d'économie numérique et de choses comme ça. Ça dépend des sujets ou ça dépend des tailles de société, j'imagine. Oui. Bien sûr. Quelle est la raison pour laquelle les gens veulent aller faire des mandats ? C'est, à mon sens, quand ils m'en parlent, 2 choses. La première, se constituer un réseau qu'ils n'ont pas parce que jusqu'à 40 ans, on travaille plutôt et on surperforme avant de commencer à travailler son réseau. Et la deuxième, c'est qu'ils se disent que, je ne sais pas si c'est une vraie bonne idée ou pas, que quelque part, dans certains postes, ils n'ont pas eu certaines responsabilités et qu'en tant qu'administrateur, ça serait pour eux une façon de les avoir.
Qu'est-ce que vous auriez tendance à m'en dire de ces deux, peut-être fausses bonnes idées ou vraies bonnes idées, je ne sais pas. Je pense que ce sont de mauvaises motivations, toutes les deux. Je pense que pour devenir administrateur, il faut que vous ayez déjà un réseau. Ce n'est pas en étant administrateur que vous développerez un réseau. Donc, mon conseil, si vous n'avez pas un gros réseau, c'est de commencer à le construire et de prendre le temps, 3-4 ans, il faut... Alors, ce réseau-là n'est pas que professionnel. Moi, par exemple, mes mandats dont vous avez parlé, par exemple, Champagne-Ponnery, c'était un concurrent de Laurent Perrier. Oui, justement. Donc, après une période de latence, éthique de latence, j'étais connu, évidemment, de mes concurrents. Relais et Château, c'était un client, également, après un peu de latence. Donc, il faut privilégier dans le réseau les gens qui vous connaissent bien. Ça peut être des clients, des fournisseurs, des actionnaires, d'anciens patrons ou des collaborateurs. Ou des parties prenantes être différentes. Les parties prenantes. Et ça peut être aussi, vous savez, dans les réseaux, Alain Marty, qui est un spécialiste des réseaux, dit qu'il y a 3 types de réseaux. C'est le réseau professionnel, le réseau des anciens des écoles et le réseau des loisirs. Ce 3e réseau est peut-être presque le plus important. Parce que quand vous jouez au tennis, au golf, ou vous faites de l'équitation avec quelqu'un, souvent, vous le connaissez bien. Vous voyez si c'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui... On se libère dans ces... C'est exact. Et donc, voilà. Et, bon, l'exemple un peu amusant que quelqu'un m'a raconté un jour, c'est qu'il avait trouvé un mandat grâce à son voisin de palier. Parce que le voisin de palier sait très bien quel genre d'homme c'est. Bien sûr. Et donc, quand quelqu'un lui a demandé, je veux quelqu'un, tu sais, pas besoin d'être très fort en finance ou en marketing, mais quelqu'un sur qui je peux compter, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de discret. Ah ben, je le connais, c'est mon voisin de palier. Donc le réseau, se constitue un réseau, définitivement, ce n'est pas là qu'on va le faire. Il faut le faire en amont. Absolument, absolument. Et la deuxième chose, c'est de prendre des responsabilités. Là aussi, c'est un peu l'inverse. L'argument principal qu'on peut utiliser pour être nommé à un mandat, c'est de montrer qu'on a une capacité de prendre la hauteur de l'entreprise. C'est pour ça que beaucoup de conseils cherchent d'anciens directeurs généraux, parce que c'est la preuve qu'ils ont pris de la hauteur. On a l'habitude de traiter tout type de problème. Voilà. Donc, vous pouvez quand même chercher un mandat et l'obtenir si vous êtes directeur juridique, directeur financier, directeur de marketing, mais à une condition, c'est de prouver que vous êtes capable de dépasser votre fonction. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne connaît que la finance et au conseil... Et qui va regarder tout avec le focus du directeur financier. Voilà. Et quelquefois même, dans les cas les plus mauvais, faire concurrence au directeur financier. Donc ça, c'est un gros travers. Donc, il faut surtout montrer qu'on a le sens de l'entreprise dans son ensemble. Qu'est-ce que l'entreprise va rechercher en dehors de cette prise de recul, dans les administrateurs qu'elle va aller chercher, et comment va-t-elle constituer je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut utiliser, son bouquet d'administrateurs pour que ce soit une gouvernance efficace? J'aime bien votre terme de bouquet, c'est tout à fait ça. C'est un bouquet. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? La première chose, et il y a une tendance lourde en ce moment dans ce domaine, c'est de chercher des compétences sectorielles. Quelqu'un qui connaît le métier de l'entreprise. Dans le bouquet, il n'y aura pas que des administrateurs ayant une connaissance approfondie, mais maintenant, de plus en plus, on en a besoin. Récemment, un de mes amis qui est au conseil d'une entreprise de sous-traitance automobile me disait, on vient de prendre 2 administrateurs qui connaissent bien le métier de l'automobile, qui remplacent 2 qui étaient très forts, mais dans d'autres métiers. Ça change. Ça professionnalise. Ça va beaucoup plus vite, on gagne du temps, et donc Donc, appuyez-vous, si vous cherchez un mandat, sur les compétences sectorielles. Alors, il y a une deuxième domaine, c'est les compétences de fonction. Fonctionnelles, c'est-à-dire le marketing, la finance, la direction générale, donc ça c'est important. Et puis il y a un troisième domaine qui sont les compétences géoculturelles. Quelqu'un qui sait parler arabe, qui a longtemps travaillé au Brésil, en ce moment très à la mode, qui connaît les Chinois et leur culture, les Indiens. Donc ça c'est très important. Et donc si vous définissez vos compétences sectorielles, fonctionnelles et géoculturelles, vous pouvez arriver à définir ce qui va être votre valeur ajoutée différentielle. Et donc après, vous pouvez chercher quelle entreprise a besoin de cette combinaison. D'accord. D'un autre côté, qu'est-ce que... s'il y a un deal entre l'administrateur et la société, le nombre d'administrateurs va dépendre de la taille de la société, va dépendre du président du conseil d'administration. Qu'est-ce qui va faire qu'on va prendre plus ou moins de personnes et quelle va être la répartition des rôles?
Alors, c'est les statuts qui définissent le nombre d'administrateurs. Il y a des entreprises qui en ont 20, 25, c'est beaucoup trop. Il y a des entreprises qui en ont 8 ou 9, par exemple Michelin, un conseil de surveillance de 8 ou 9 administrateurs. C'est plutôt conseillé d'avoir un conseil ramassis, restreint, ça va plus vite, on travaille mieux. Mais bon, la moyenne tourne autour pour les grandes entreprises de 15, 12, 15, et pour les plus petites, 6 à 8. Est-ce qu'il y a une différence dans les organes de gouvernance et dans la façon dont les gens travaillent en tant que conseil dans leur mandat entre, je dirais, une très grosse société, genre du CAC 40, une ETI, une PME et une start-up? Et est-ce que quand on cherche un mandat d'administrateur, on peut passer... Si on n'arrive pas, si on n'a aucune chance d'aller dans une société du CAC 40, est-ce que ça vaut le coup d'aller faire ça dans une start-up? Quelle est la géographie de ce type de mandat? Et est-ce qu'il y a des endroits où il vaut mieux passer pour apprendre? Les associations, par exemple, me viennent spontanément à l'esprit. Ou est-ce que ça, c'est juste une vue de l'esprit et que ça n'a rien à voir? Alors oui, vous posez une question essentielle. En principe, la gouvernance, c'est la gouvernance. Et que l'entreprise soit grande ou petite, c'est la même chose. Mais en réalité, non, bien sûr. Moi, ce que je conseille quand on cherche un mandat, c'est de chercher un mandat d'administrateur dans les entreprises de la taille qu'on a connue dans sa carrière. Parce que ça nous rend crédibles dès le départ. Ça rend crédible, et puis on a plus l'habitude. On a les réflexes. Oui. Comme un jour disait un de mes amis qui a été président d'une très grande banque, il voyait des gens qui venaient se proposer à lui pour être administrateur, et il me disait, je suis surpris de voir tous ces gens qui ne comprennent pas que d'être au gouvernail d'un supertanker de 300 000 tonnes, c'est pas pareil que de barrer un petit optimiste dans la baie de Brest. Bien sûr. Et tout en disant, mais barrer un optimiste par vent violent dans c'est la très rade difficile, de Brest, et c'est probablement aussi. Parfois beaucoup plus difficile Voilà, sur certains exactement. cas. Donc, voilà, il faut viser les entreprises dont la taille vous est familière, parce que tout de suite, vous allez comprendre très vite comment ça fonctionne. Alors, la grosse différence, c'est que dans une entreprise très grande, l'administrateur ne peut pas connaître tout. Loin de là, il connaît, même si on fait des efforts pour visiter les sites de production, rencontrer les cadres principaux, vous ne pouvez pas connaître même 10% ou 5% de 300 000 personnes ou de 100 000 personnes. Au contraire, chez Laurent Perrier, 500 salariés, moi-même, je connaissais pratiquement chaque salarié. Bien sûr. Et les administrateurs connaissaient la moitié des salariés. Bien sûr. Ils avaient visité tous les sites de production. Ils connaissaient les problèmes. Ils avaient goûté le produit. Voilà, donc ils avaient goûté le produit, bien sûr. Donc voilà, dans un conseil d'ETI, les administrateurs sont beaucoup plus connaisseurs de tous les mécanismes de l'entreprise. Ce qui peut être un atout, mais aussi un handicap. Ça allait être ma question suivante. Oui, ça peut être un handicap. Ils connaissent quelquefois très bien les mécanismes de l'entreprise, qu'ils ont facilement tendance à vouloir barrer à la place du barreur. Et dire au directeur général, faites ceci, ou faites pas cela. Et là, c'est ennuyeux. Hein. Le directeur général a un rôle qui ne doit pas... On ne peut pas empiéter sur son rôle. Est-ce qu'il y a un intérêt à aller faire partie de conseils d'administration, d'associations ou de start-up? Parce que c'est probablement, a priori au moins, plus facile à briguer comme mandat que des mandats de sociétés déjà existantes et déjà fournies. Alors attention, associations, il y en a des très très grosses. Bien sûr, oui, excusez-moi, je ne parlais pas de la Croix-Rouge par exemple. Prenez la Croix-Rouge, la Fondation Raoul Follereau. Je ne parlais pas non plus d'Action contre la faim. Action contre la faim, Médecins sans frontières sont des énormes il y en a des beaucoup plus petites. Alors les petites, oui, à condition qu'il y ait une taille minimum, à condition qu'il y ait une vraie gouvernance, c'est un bon entraînement. Moi-même, je suis aussi président d'une association humanitaire qui s'occupe d'enfants en Inde et en Afrique. Eh bien... c'est pas obligatoire, mais on a construit un règlement intérieur. On est en train d'envisager de faire un comité d'audit. Donc, on peut très bien avoir dans un conseil d'association les mêmes choses que dans le conseil d'une grande entreprise. Donc, c'est un bon entraînement. Les startups, c'est très différent. Les startups n'ont pas forcément besoin d'administrateurs. Mais elles peuvent en rechercher. Mais elles peuvent en rechercher. Pour le réseau des administrateurs, pour l'ouverture, parce que souvent il y a beaucoup de jeunes très agiles et un peu avec plein, voire trop d'idées. Oui. Et que d'avoir des mentors administrateurs permet parfois de calmer le jeu ou de redéfinir à minima la direction. Exactement. Et d'aller chercher des fonds avec plus de crédibilité. Voilà, vous avez raison. Il y a
financiers qui financent les startups, qui sont très attentifs à la gouvernance qui y a dans le board et qui de ces insistent startups. qu'il est au board quelqu'un. Bien sûr. Alors, il y a une petite différence. Dans les startups, souvent, ils ont besoin de compétences très précises. Oui. Donc, je ne sais pas, au hasard, si c'est une start-up qui va travailler dans le domaine de l'assurance, il faut un mentor assureur. Il faut un mentor connaissant bien l'assurance. Bien sûr. Si c'est une start-up dans le domaine de l'informatique ou des réseaux sociaux, il faut des gens qui connaissent ça. Alors là, c'est indispensable. Et je dirais même, là, au contraire, la tendance à ne pas trop développer, mais la tendance, c'est de demander à l'administrateur de faire un peu de gestion un peu de management. Oui. Il faut le reconnaître, c'est pas normal, ce n'est pas dans les règles, c'est pas dans les pratiques conseillées, mais pour une start-up, ça peut être essentiel de quelqu'un qui aide. Mais attention, tout en restant comme un expert. Bien sûr. Quelqu'un qui aide, mais qui ne doit jamais prendre de décision. Administrateur de société, pourquoi pas moi, avec mon invité Yves Dumont. Alors, nous avons discuté pendant la première partie de la différence entre un administrateur et un manager. On a aussi travaillé sur les différentes tailles de société dans lesquelles on peut ou ne peut pas et où il faudrait ou ne faudrait pas être administrateur. Pour la deuxième partie de cette émission, ce que je voudrais proposer à mon invité, c'est d'aller peut-être à la fois d'un point de vue plus pratique, savoir comment on devient administrateur et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. Et puis dans une deuxième étape globalement, où en est-on de la loi Copé-Sieberman sur le nombre de femmes dans les conseils d'administration et qu'est-ce que ça va vouloir dire pour vous, messieurs ou mesdames, en pratique dans les années à venir. Donc ma première question sera, est-ce qu'il est nécessaire, alors elle est un peu biaisée parce que je parle à un formateur de l'IFA, de Sciences Po et d'HEC, mais est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de retourner à 40 ou à 50 ans sur les bancs de l'école pour être un administrateur digne de ce nom ? Alors, c'est pas indispensable. Il y a beaucoup d'administrateurs qui sont nommés et qui n'ont pas suivi de formation telle que le certificat d'administrateur IFA Sciences Po. Mais c'est quand même conseillé. Tout dépend du niveau de connaissance de la gouvernance et de l'entreprise que l'on a. Hein. Si on part de presque zéro, je conseille fortement. Sinon, il y a d'excellents livres. Et puis, en faisant partie d'associations d'administrateurs comme l'IFA, l'APIA et quelques autres, en côtoyant des pairs, on apprend par absorption. Et puis par la pratique, hein, vous avez signalé les associations, c'est une façon de pratiquer. Il y en a une autre qui n'est pas négligeable si on a l'occasion, quand on travaille pour une grande entreprise qui a des filiales, c'est d'être administrateur interne. Exactement. À condition que la filiale, bien sûr, ait une vraie gouvernance. Si c'est une filiale à 100%... Si c'est juste pour signer qui signe des papiers, personne n'a jamais fait ça dans cette salle. Mais... Moi, mon premier mandat d'administrateur, c'était quand j'étais chez Géant Vert. Il y avait une société de production dans le sud-ouest de la France, filiale à 50% de la coopérative agricole et 50% de Green Giant USA. Et ça, c'était un conseil formidable parce que c'était à 50-50 et donc il y avait de vrais débats, de vraies décisions. C'est une entreprise qui marche d'ailleurs toujours aujourd'hui et très très bien. Donc c'est une très très bonne formation que je conseille. Donc l'expérience pratique peut être une excellente formation. Oui. Quel est donc ma question ensuite, c'est quel est le rôle de l'administrateur et est-ce qu'un directeur financier, par exemple, va pouvoir uniquement travailler sur les finances, sur le comité de rémunération, sur ce type de choses, ou est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit trans-fonction si on connaît le secteur ? Est-ce qu'on est forcément limité à quelque chose qu'on aurait fait avant ? Non, il ne faut pas. Quelquefois, il y a cette tendance, quand dans un conseil, il y a, par exemple, il y a beaucoup de fonctions, mais quelqu'un qui sait faire du marketing. Voilà, personne d'autre que le directeur financier pour les chiffres, ou bien personne qui a une formation juridique. Tendance au conseil à dire, ça, on va le laisser à monsieur ou à madame un tel qui s'y connaît en droit. Alors ça, c'est une mauvaise pratique, parce que ça rompt une chose essentielle dans un conseil, c'est l'aspect collectif. Le conseil, c'est collégial. Lorsque le conseil prend une décision, tous ses membres sont impliqués par cette décision. Et si on est vraiment totalement contre la décision, et plusieurs fois de suite, il faut démissionner. Il ne faut pas rester dans un conseil dont on n'approuve pas les décisions collégiales. Mais il faut respecter la collégialité. Donc, vous avez dit le mot bouquet.
il faut que chaque fleur participe au bouquet. Moi, j'ai par exemple une petite anecdote. Quand j'étais président du directoire de Champagne-Laurent-Perrier, nous avions au conseil un grand spécialiste de produits dérivés, donc forcément un spécialiste des taux de change. Quand je présentais mon budget, avec un impact important du taux du dollar et de la livre, eh bien, le conseil avait tendance à dire, voilà... on va demander à monsieur X. Jacques, voyez avec Yves et le directeur financier pour fixer le bon taux. C'est très mauvais, parce que dans ce cas-là, si les résultats sont pas bons... Voilà, si les résultats ne sont pas bons l'année prochaine à cause d'un mauvais choix de taux pour le budget, qui est responsable? Le conseil, et c'est plus l'opérationnel. Voilà, donc il faut éviter de rester dans une fonction, et c'est pour ça que dans un conseil, on cherche des gens qui ont la capacité à prendre de la hauteur au-delà de la fonction qu'ils connaissent bien. Bien sûr. En termes de rémunération, on entend aussi tout et n'importe quoi. On entend ça ne paye pas ou ça paye, je vais en faire un métier. On est sur quelle fourchette et sur quelle catégorie de mandat? Alors tout dépend de la taille de l'entreprise. Dans les très grandes entreprises, celles du CAC 40 et une trentaine peut-être d'autres, la rémunération annuelle de l'administrateur évolue entre 40 000 et 60 000 euros par an. D'accord. Ce qui n'est pas mal, mais c'est en échange de beaucoup de travail. Souvent des réunions de conseil mensuels avec si on est responsable d'un comité d'audit, comité de rémunération. Ensuite, dès qu'on descend en dessous de cela, là, les rémunérations deviennent beaucoup plus faibles. Il y a beaucoup d'ETI, par exemple, qui ont des conseils qui se réunissent 4 fois par an et qui donnent ce qu'on appelle donc des jetons de présence de 5 à 10 000 euros par an. D'accord. Et enfin, il y a des startups où c'est quasiment bénévole. Est-ce qu'on a intérêt à accepter une responsabilité forte en étant membre d'un conseil et en ayant un mandat pour une rémunération qui serait zéro? Comment est-ce qu'on peut arbitrer ou comment est-ce qu'on peut décider d'y aller ou pas? Est-ce que c'est un vrai sujet Oui, c'est un vrai sujet délicat et qui se pose à tous. Ça m'est arrivé, ça arrive à beaucoup de gens et on se pose la question. Là, il faut avoir bien défini ses objectifs. Pourquoi est-ce qu'on veut être administrateur? Si c'est pour gagner de l'argent et qu'on vous propose zéro bénévole, il faut refuser tout de suite. Si au contraire on le fait parce qu'on s'intéresse à la question, parce qu'on aime bien faire ça, si aussi on pense que c'est pour se mettre le pied à l'étrier, on peut accepter temporairement de ne pas être rémunéré, en particulier dans des start-up par exemple. Bien sûr. Donc ça c'est acceptable. Mais ça doit rester l'exception. Le fait qu'en France le métier, la mission d'administrateur soit mal rémunérée et très imposée fiscalement n'est pas très sain. Et il faut que tout le monde travaille pour faire évoluer ça dans un autre sens. La gouvernance a beaucoup changé en France depuis 10-15 ans. Beaucoup changé. C'est devenu beaucoup plus professionnel. Comme le dit très bien Daniel Lebègue, qui est l'auteur de la préface de mon livre, on est passé d'une sorte de club de pairs, où chacun apportait le prestige de son nom. Côté club anglais. Club anglais, prestige du nom, et une contribution modeste en termes d'heures de travail. On est passé à ce qu'il appelle, fort justement, un vivier de compétences dans lequel il y a du travail. Et donc, il n'y a pas de raison que les administrateurs travaillent. La gouvernance est devenue une source de valeur ajoutée pour les entreprises et il n'y a pas de raison que les administrateurs n'en aient pas une petite part. Donc en pratique, comment doivent faire les quarantenaires ou les cinquantenaires qui nous écoutent et comment va les impacter la loi Copé-Zimmermann ou la première partie et la suite de la loi en France et comment est-ce qu'ils peuvent en prendre avantage ou saisir des opportunités? Alors la loi Zimmermann, donc Copé-Zimmermann s'applique complètement depuis maintenant bientôt 2 ans. Elle va connaître une petite extension puisqu'aujourd'hui, elle ne s'impose qu'aux entreprises de plus de 500 salariés. À partir de 2020, ça va concerner les entreprises de plus de 250 salariés. Et donc, ces entreprises sont très nombreuses. Mais beaucoup plus, effectivement. Mais elles sont petites. Ouais. Voilà, donc le marché va se développer. Alors, comment faire il y a différents cas. Soit vous avez déjà un assez gros réseau, il faut l'exploiter et surtout se fonder sur les gens qui vous connaissent bien, qui peuvent témoigner de vous, et pas que techniquement. Moralité. Avant tout, moralité éthique. Éthique, discrétion, sens des relations humaines, des gens soft skills dont on parlait. Soft skills, exactement. Des choses qu'on ne voit pas sur un CV. Vous ne pouvez pas dire sur un CV si cette personne est fiable, discrète, digne de confiance. Donc, il faut bien que quelqu'un témoigne. Donc, c'est logique que la cooptation des administrateurs se fasse par réseau.
Donc Alors, c'est un acte de se présenter en disant « moi je cherche » ou « moi je serais intéressé Voilà. ». C'est une mise en avant. Voilà, il faut se mettre en avant. Une posture à prendre. C'est une posture à prendre et c'est pas toujours facile. Ah bien sûr, surtout auprès de ses amis et ses proches. Se vendre en soi-même. disant « moi je cherche ». Oui. Mais ça, c'est rentre dans mon métier, mais je vois très bien. C'est une posture à prendre en disant, voilà, je me positionne, j'aimerais bien. Alors, il y a des gens qui disent aux gens qui viennent les voir en disant, voilà, je cherche un mandat, qui leur disent, vous savez, un mandat, ça ne se cherche pas. Ça se trouve. On vient vous chercher. Vous ne cherchez pas, c'est comme la Légion d'honneur, on n'a pas à la demander, on vous l'offre. Bien Donc, sûr. je trouve c'est un peu exagéré. Mais il faut être prêt dans sa tête déjà, pouvoir l'entendre pour envoyer des signaux faibles. On serait prêt à l'accepter. Je crois qu'il ne faut pas... La chose principale, c'est la posture. Il ne faut pas être dans une situation de demandeur. Bien Il ne sûr. faut pas que la personne comprenne « Ah, cette pauvre personne, elle s'ennuie, elle n'a pas de travail. Elle n'aime pas être manager, elle veut devenir... » Non, il faut... Mais dire qu'on est ouvert, c'est pas la même chose. En disant « ça m'intéresserait » ou Oui. « ça m'intéresserait ». Ça m'intéresserait, c'est déjà mieux. Mais moi, je trouve le mieux, c'est de parler à quelqu'un et de lui dire « Vous savez, dans votre entreprise... » Peut-être avez-vous besoin de quelqu'un qui est capable de calmer les conflits parce qu'il y a la famille d'un côté. Donc vous arrivez, comme dans tout acte de vente, voilà. en enlevant le côté pain, P-A-I-N. Tout à fait. Voilà, il faut que vous arriviez en disant, non pas que vous cherchez quelque chose pour vous, mais que vous êtes capable d'apporter quelque chose à l'entreprise. Ça suppose de connaître l'entreprise et d'avoir des capacités à lui apporter quelque chose. Yves Dumont, je vous remercie. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain.